Bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur le maire Cheikh Gueye, qui est le premier magistrat de la commune de Dieuppeul-Derklé, également responsable de la Ligue démocratique. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci de nous avoir reçus chez vous. Vous avez fait 19 mois à la tête de la mairie. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous brièvement en fait, de votre mandat? D'abord, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent et toutes les populations de la commune de Dieuppeul-Derklé et dire tout le plaisir que j'ai en vous accueillant ici à l'occasion de cette grande ambition. Vous avez raison, nous avons fait 19 mois aujourd'hui à la tête de la commune de Dieuppeul-Derklé. Mais il faut rappeler que notre arrivée à la tête de la commune de Dieuppeul-Derklé a coïncidé avec la mise en œuvre de l'acte 3. Donc nous avons vécu pratiquement plusieurs mois de difficultés et d'incertitudes. Et c'est fort de cela que nous nous sommes dit qu'il était important de ne plus regarder dans le rétroviseur, mais de voir par rapport à nos potentialités qu'est-ce que nous pouvons faire dans le sens de contribuer à améliorer le bien-être des populations. Au moment où je vous parle, nous sommes en session budgétaire et pendant cette session, nous avons organisé un forum communautaire pour recueillir les avis et propositions des populations par rapport à leurs attentes en 2016 et partager avec elles ce que nous avons pu faire en 2015. Nous avons été à Saly dans le cadre d'une retraite avec l'ensemble du conseil municipal pour approfondir le débat d'orientation budgétaire, procéder à l'examen du compte administratif et aborder la partie recette du budget que nous allons certainement voter au courant de cette semaine. En termes de bilan, je voudrais tout simplement dire que nous avons réussi quand même à créer une osmose au niveau du conseil municipal, ce qui n'était pas le cas avant, et à réhabiliter la crédibilité de l'autorité municipale, à créer un lien entre la commune et les populations. Nous avons aussi pu, dans le cadre de la dépense publique, à chaque fois que nous procédons à un vote de budget, nous avons quand même, conformément aux dispositions réglementaires, décliné notre plan de passation de marche pour le respect des procédures en matière de dépenses publiques. Nous avons en termes maintenant de réalisation avec la ville réhabilité un certain nombre de routes, particulièrement à Dieuppeul, à Castor, et récemment, avec le soutien de l'AGEROUTE, une route que l'on appelle la route du Pakenadio. Nous avons organisé une opération de désencombrement suite à un processus de concertation, de consultation, voire même de responsabilisation des différents acteurs du secteur marchand. Ce qui nous a permis de procéder vraiment à une opération de désencombrement sans difficulté. Nous sommes toujours dans ce processus. Parce que notre ambition, c'est de moderniser le marché Castor, mais en nous appuyant sur l'ensemble des acteurs du secteur marchand. Voilà. Monsieur le maire, vous l'avez dit tantôt, effectivement, vous êtes arrivé dans un contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui connaît effectivement, qui est très décrié par les maires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique un peu cette situation? Est-ce un empressement de la part du pouvoir central ou bien un manque de concertation avec les acteurs concernés? C'est un tout. C'est vrai qu'il y a la dimension concertation qui n'a pas été de mise. Ce qui fait que les uns et les autres n'ont pas été préparés. Et subitement, avec l'acte 3, globalement, les gens s'attendaient vraiment à un transfert de ressources concomitamment au transfert de compétences, ce qui n'est toujours pas le cas. Mais dans l'acte 3, il est dit que la dimension financière, c'est au niveau de la phase 2. Nous sommes toujours à la phase 1.
Et le président, au regard pratiquement des débats qui ont eu autour de l'acte 3, avait donné des instructions pour procéder à l'évaluation de l'acte 3. Ce qui a été fait, mais jusqu'à présent, nous attendons encore des instructions pour voir comment aujourd'hui aider les collectivités locales à assumer la plénitude de leur mission. Voilà. Monsieur le maire, vous avez été par le passé adjoint au maire à la ville de Dakar. Aujourd'hui, vous dirigez une commune. Eh bien, même si, en fait, dit-il de plein exercice, hein, aujourd'hui, est-ce que le travail est beaucoup plus facile ou bien beaucoup plus fastidieux? Ça dépend de la position où on se situe. En tant que premier adjoint au maire, dans une ville comme Dakar, où la machine était huilée, je pense qu'il y avait moins de contraintes que quand il s'agit maintenant d'être l'autorité qui doit concevoir, élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir permis, pendant le temps que j'étais premier adjoint, d'avoir approché des ressources humaines de qualité sur qui j'ai beaucoup appris. Et c'est ce que j'ai appris à la ville que j'essaie aujourd'hui de mettre en œuvre dans ma commune. Donc j'ai été fortement inspiré par les bonnes pratiques au niveau de la ville, mais aussi les bonnes pratiques sur le plan national comme sur le plan international. Car vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, les collectivités locales constituent un espoir aussi bien pour les populations que pour les États, qui doivent être conscients que si nous voulons des États forts, nous devons disposer de collectivités locales fortes. Voilà. Aujourd'hui, comment comprenez-vous un peu ce tiraillement entre le maire, entre la ville de Dakar et l'autorité centrale, hein, notamment sur certains dossiers comme la gestion des ordures ou l'aménagement de certains espaces publics comme le monument, la place Obélisque ou bien la place d'Indépendance? Je ne comprends pas justement. C'est le lieu de dire, pour m'en désoler, toute mon inquiétude. Parce que nous, la conception que nous avons de la décentralisation, c'est que les collectivités locales que nous sommes sont des démembrements de l'État. En tant que partie prenante de l'État, nous devons avoir avec l'exécutif central des actions complémentaires. Donc lorsque dans une collectivité locale comme celle de Dakar, après une délibération de son conseil municipal, toutes les dispositions sont prises pour permettre à cette dernière d'investir dans le cadre de vie avec des projets structurants, je pense que l'État devrait appuyer et soutenir de telles initiatives. Même ce qui devait être fait par l'État central peut être reconverti et dupliqué ailleurs pour permettre justement une harmonisation et une gestion rationnelle des ressources dont nous disposons. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà de ça une bataille politique, hein, si l'on sait qu'on prête à Khalifa Sall des ambitions politiques? Certains le disent, mais moi je me refuse quand je parle d'État de vraiment faire place à ces considérations partisanes qui, somme toute, ne nous mènent à rien. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un pays en construction et nous avons besoin de tous les bras. Nous devons nous mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus des contingences partisanes, avoir comme seul parti le Sénégal que nous devons servir, construire pour permettre justement à notre génération, mais aux générations futures, d'avoir vraiment un pays émergent, comme le chante si bien le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, quelle doit être la solution? Parce qu'apparemment, on est en phase d'un blocage, hein, depuis un an et demi. Et maintenant, est-ce que, comme le suggère Tanordien, le président Lara doit recevoir Khalifa Sall et discuter? Ou bien, voilà que selon vous. Je pense qu'au-delà même des espaces d'échange et de partage, les textes organisent le fonctionnement des collectivités locales et de l'État. Il y a des compétences qui relèvent exclusivement des collectivités locales, qu'on laisse à c'est le cas de l'aménagement des absolument, qu'on laisse à ces collectivités locales la possibilité de réaliser de tels projets. Mais maintenant, si ces dernières font recours à l'État en termes d'appui, de soutien, en ce moment, l'État
pourrait justement venir en aide. Mais tant que ce n'est pas le cas, je pense que l'État gagnerait quand même à être au-dessus de la mêlée et à comprendre en fait que personne ne gagne dans ce combat. Voilà. Et ça ne nous grandit pas. Ok, monsieur le maire, vous êtes très proche de Khalifa Sall, on le sait. Aujourd'hui, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses ambitions présidentielles qu'on lui prête, est-ce que vous pensez qu'il est temps qu'il se détermine? Je ne saurais répondre à cette question, d'autant plus que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Khalifa Sall et quelles sont véritablement ses ambitions. Je pense que le moment venu, comme il l'a dit, il dira exactement ce qu'il pense de cette question. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un frère, c'est un ami, c'est un homme d'une très grande vision, d'une très grande disponibilité, d'une très grande générosité et soucieux du devenir de notre pays. Un homme donc qui a beaucoup de compétences et de capacités et qui sait surtout faire la part des choses. Ce que je retiens de lui, mais très serein aussi. Et je pense que c'est une chance pour notre pays, c'est une chance pour l'Afrique d'avoir des ressources humaines de cette nature. Je ne peux que m'arrêter à ce niveau-là. Maintenant, quand il s'agit de la course à la présidentielle, c'est, comme on le dit souvent, une personne et son peuple. Il appartiendra à Khalifa Sall et à Khalifa Sall seul de dire qu'il se déclare candidat, de décliner peut-être son programme et de dire comment il souhaiterait s'y prendre pour arriver à la victoire. Voilà, mais personnellement, monsieur le maire, cette question vous interpelle. Vous êtes membre de la LD qui est allié au parti au pouvoir. Vous avez été investi sur la base de sur la bannière de Benno Taxawu Dakar, dirigée par Khalifa Sall. Aujourd'hui, si Khalifa Sall venait à confirmer sa candidature, quelle serait votre position? Je dois d'abord rappeler que je suis un militant responsable de la Ligue démocrate, membre du secrétariat permanent de la Ligue démocrate. C'est vrai que notre parti est allié à l'APR parce que nous partageons, comme beaucoup de partis, la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais vous avez vu qu'à l'occasion des élections locales, notre parti aussi avait été très clair, comme beaucoup d'autres partis, sur les questions locales. Mais quand il s'agit de l'élection présidentielle, en tant que militant, le débat va s'installer au sein de notre parti, au sein des instances de notre parti, et notre parti prendra justement les positions qui seront les leurs, les nôtres, je devrais dire. Et à partir de ce moment, je pense que la cause sera entendue. Ok, donc autre sujet d'actualité, c'est par rapport un peu au projet de révision constitutionnelle. Qu'est-ce que tout ce débat vous inspire? Parce qu'on assiste à une polémique autour de cette question. Faut-il aller en référendum ou pas? Qu'est-ce que cette polémique vous inspire? D'abord dire que les Sénégalais ont attendu pendant longtemps le président de la République sur cette question. Vous êtes sans savoir que lorsque nous étions dans l'opposition, à l'occasion des assises, nous avions beaucoup insisté sur un certain nombre de questions dans le souci de créer les conditions d'une rédemption nationale. Et lorsque le président de la République a été élu, lui-même avait donné des recommandations et instructions au président Amadou Mahtar Mbow, qui était le patron pratiquement des assises, pour une réflexion sur un certain nombre de questions, notamment au niveau de la CNRI. Ce travail avait été fait et remis au président de la République. Aujourd'hui, le président de la République propose 15 réformes majeures. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, mais tout en disant que c'est insuffisant par rapport, nous, à ce qu'on attendait. Et il y a des questions essentielles, fondamentales, qui ne figurent malheureusement pas dans ces réformes. Mais ce qu'il faut dire, je pense que nous sommes dans les consultations et les concertations.
Le président de la République l'a même dit qu'il solliciterait l'avis du Conseil constitutionnel et du président de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il ne se limitera pas seulement à ça. Je pense qu'il verra avec ses partis alliés au niveau de Benno Bokk Yakaar, même au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui. Parce qu'il s'agit des questions qui intéressent la nation entière. Ce n'est pas seulement des questions qui intéressent le président ou son parti ou Benno Bokk Yakaar. Il s'agit de la constitution de notre pays. Et tout citoyen et toute citoyenne a le droit de dire son sentiment. Est-ce que ce travail n'a pas été fait en amont par la CNRI à travers les consultations? Oui, la CNRI avait produit un travail. Et je pense que ce qui est proposé aujourd'hui, ce n'est pas globalement ce qui est dans les conclusions de la CNRI. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui pensent que si nous voulons vraiment avoir la position du peuple, il nous faut nous inscrire pour la tenue d'un référendum. Parce que le peuple est souverain. Et la Constitution, mais c'est le fait, c'est dans l'intérêt même du corps constituant qui est le peuple. Alors si nous voulons avoir l'avis du peuple, on ne peut le faire qu'à l'occasion d'un référendum. Le conseil juridique du président de la République, en l'occurrence Ismaïla Madior Faye, estime que l'avis du conseil constitutionnel va lier le président de la République. Autrement dit, si le conseil constitutionnel estime inconstitutionnel sa volonté de réduire son mandat, il n'y aura plus un référendum. Partagez-vous cette chose? Je ne peux pas m'inscrire dans cette posture pour plusieurs raisons. La première, même si je relève que je ne suis pas un bon juriste, c'est que l'expérience nous a montré que le Conseil constitutionnel ne donnait qu'un avis. Ce qui est différent de la Cour constitutionnelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les assises comme la CNRI parlent de Cour constitutionnelle. La deuxième chose, c'est le président de la République lui-même qui, à plusieurs occasions, a fait l'annonce qu'il va, telle que soit la situation, tenir son engagement. L'engagement d'un président de la République, qui est une institution, le gardien de la Constitution, comme aime le dire Mansour Mbaye. Mais cette parole vaut article ou même clause constitutionnelle. Aujourd'hui, je pense que ceux qui invitent le président de la République à renoncer ou à ne pas respecter sa parole n'aide pas le président, n'aide pas le peuple sénégalais. Voilà. Monsieur le maire, dernière question, c'est par rapport un peu au spectacle auquel on a assisté à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière, donc, la semaine dernière. Comment l'expliquez-vous selon vous? Mais d'abord, me désoler et dire toute mon inquiétude par rapport à l'Assemblée nationale. On nous avait promis une assemblée de rupture. On nous avait promis justement des députés à la dimension de leur mission, capables, dans des débats sains, profonds, fructueux, de poser véritablement les problèmes et les préoccupations des Sénégalais et de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être apporter des solutions et soulager ce peuple qui est fatigué. Malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est un obstacle de bataille autour du puits, du robinet du village. Je pense que ça n'honore pas notre pays. Le Sénégal est un grand pays. Il a vu cette terre-là où a connu de grands députés, d'honorables députés, qui aujourd'hui font la fierté de notre pays et même de l'Afrique, de par leur trajectoire, leur posture, mais surtout la maîtrise des dossiers et surtout leur élégance et leur talent. Je pense qu'il est encore temps quand même de se ressaisir pour donner vraiment la vraie image de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ce à quoi nous assistons depuis quelque temps, il est temps de mettre fin. C'est pourquoi j'exhorte
les députés, les honorables députés, comme le président de l'Assemblée nationale, à tout mettre en œuvre pour que l'Assemblée nationale, qui est une institution forte, soit à la dimension vraiment des ambitions et surtout du parcours que notre pays a fait dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous remercie également, chers internautes, d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.